14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et vous avez certainement reçu quelques cadeaux au moment des fêtes, comme vous en avez sans doute également offert. Eh bien, je vous propose de revenir sur ce sujet, de voir en compagnie de Sophie Cadalen ce que signifie le cadeau. Mais d'abord, est-ce que vous préférez en offrir ou en recevoir ? Est-ce que vous préférez être surpris ou est-ce que vous aimez bien faire la lettre au Père Noël ? Alors c'est vrai, on a tous des souvenirs de certains cadeaux qui nous ont remplis de joie et d'ailleurs, je vous propose de venir nous raconter votre plus beau souvenir, ce cadeau qui a été le plus merveilleux pour vous. Et puis avec Sophie Cadalen, on va revenir aussi sur la symbolique du cadeau parce que ce n'est pas forcément la valeur qui compte le plus. Quoi qu'il en soit, il semble bien que notre société de consommation a aussi perverti la beauté du cadeau si l'on en croit le nombre impressionnant de cadeaux échangés les lendemains des fêtes sur Internet. En tout cas, ravi ou pas des cadeaux que vous avez reçus, eh bien venez en parler avec nous. Et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Sophie Cadalen. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Alors vous êtes psychanalyste et évidemment, après les fêtes, vous avez reçu vos patients. Oui, est-ce qu'ils avant vous ont... aussi. Oui, avant aussi, bien sûr. Et alors justement, est-ce qu'ils vous ont parlé des cadeaux ? Est-ce que vous avez eu des plaintes, des réclamations C'est un vrai tourment, le cadeau. C'est vrai ? Racontez-nous. Oui. Je pense d'ailleurs à cette phrase de Lacan qu'on ne va pas essayer de décrypter là tout de suite. Je te demande de refuser ce que je t'offre parce que c'est pas ça. Et il y a de ça dans le cadeau. C'est entre ce qu'on voudrait soit offrir, entre ce qu'on pense que l'autre attend, entre ce qu'on pense qui se doit d'être fait dans une société, dans la famille, dans les liens qui sont les nôtres, ça rend la chose extrêmement compliquée. Et finalement, oui, pour beaucoup, c'est très difficile de revenir à cette position première élémentaire qui est celle de qu'est-ce que moi j'ai envie d'offrir ? Et puis ensuite, et qu'est-ce que l'autre aimerait avoir ? Non, tout est confondu, tout est emmêlé, et ça devient un vrai casse-tête qui fait qu'on n'a plus d'idées, qui fait qu'on tape à côté, et qui fait que voilà, c'est plus un tourment qu'une joie d'offrir un cadeau. Oui, je trouve que c'est un peu la société qui devient complètement schizophrène avec cette histoire de cadeaux. Enfin, on peut offrir des choses très simples. Oui. Il y a une sorte comme ça de surenchère, me semble-t-il, aussi bien enfin, pour les enfants, par exemple, je trouve absolument aberrant le nombre de cadeaux qu'on se sent obligé d'offrir aux enfants, comme si c'était une preuve d'amour. Oui, alors... Est-ce que c'est vraiment vis-à-vis des enfants que ça se joue ? Ça se joue aussi vis-à-vis des autres. Enfin, on est dans un espèce de comparatif incessant, d'équivalent aussi. On veut avoir la même valeur. On veut en avoir pour son cadeau aussi. Ce qu'on a investi, on veut l'avoir en retour. Et c'est très drôle, vous parlez des enfants. Moi, j'aime beaucoup tous ces moments et que les patients aussi racontent sur le divan, qui les déconcerte, qui les déçoit aussi, et dont, j'espère, ils apprennent à s'amuser. C'est l'enfant qui va plutôt jouer avec le bout de ficelle, avec le bout de ruban, du papier cadeau, qu'avec le magnifique camion ou le dernier jeu high-tech, voilà, qu'il a voulu, soi-disant, enfin qu'il pense avoir voulu et avec lequel il va jouer 5 minutes, puis après il passe à autre chose. Donc ça vient aussi poser la question de mais qu'est-ce qui est vraiment important pour nous ? Quel est réellement notre désir ? Alors, à la question, est-ce que vous préférez recevoir ou offrir très souvent, quand je pose cette question dans l'émission, on me répond plutôt qu'on aime offrir. Oui. Alors moi, ça me surprend parce que moi, personnellement, je vous préviens, je préfère recevoir. Qu'est-ce que ça signifie en tant que psychanalyste, Sophie Cadalen ? Oui, c'est pas, en tout cas... C'est pas oui, anodin, en tout cas. C'est pas anodin, et c'est vrai que c'est plutôt assez fréquent, le fait d'avoir des difficultés à recevoir. Justement, il y a cette notion d'être... On confond le cadeau que l'autre a, on va dire, dans la majorité des cas, eu envie d'offrir, avec quelque chose qui va nous attacher à une dette. On nous a offert quelque chose et j'avais un patient pas plus tard que ce matin, je pensais à vous, il me dit c'est bien, il alimente mon émission et qui parlait effectivement comme ayant été bichonné, cajolé par une compagne, en était mal parce qu'il se sentait obligé de rendre l'appareil, d'avoir l'équivalent. Lui, en fait, n'était pas si intéressé par les cadeaux, par les anniversaires, par les Noëls, les choses comme ça. Et je crois que c'est aussi ça qui se doit d'être assumé. On n'a pas tous la même appétence pour les cadeaux, pour les festivités et l'occasion d'eux. Et là, ça le mettait dans quelque chose, voilà, de parce qu'elle lui a offert beaucoup de cadeaux, parce non, pas tant que ça. Enfin, elle a juste signifié sa tendresse, son affection, et lui l'a reçu comme quelque chose qui l'obligeait. Oui. Et qu'il était obligé du coup d'honorer en fait. Voilà, il était coincé par ce cadeau, c'était tellement gentil, c'était investi, donc voilà, il était acheté d'une certaine manière.
Et je crois que la plupart des gens qui préfèrent offrir que recevoir ont l'impression qu'ils gardent la main en offrant. Voilà, c'est eux qui font le cadeau, c'est eux qui investissent, mais ils ne sont redevables de rien. Mais oui, parce que quand on nous offre quelque chose, enfin bon, je veux dire, il faut prendre ça comme un cadeau, justement, et basta, quoi. Il y a pas, il faut pas, il y a rien derrière, quoi. Ah bah ça devrait être ça, le cadeau. Je crois d'ailleurs si que... on nous offre quelque chose dans l'espoir de recevoir autre chose, bah, tant pis tant pis. Hein. Exactement, ça regarde la personne qui calcule en ce sens. Mais je crois que le cadeau le plus juste, c'est celui qu'on a envie de faire. Juste envie de faire. C'est pas son prix, c'est pas en espérant que l'autre, ça va... Alors, ça peut être envie de faire parce qu'on sait que ça va faire plaisir à l'autre, ou parce que ça nous fait marrer nous, ou parce que ça nous plaît à nous, mais c'est déjà une position qui se doit d'être assumée comme subjective, le cadeau que j'ai envie de faire. Et qui, de ces cas-là, finalement se décale de cet imaginaire de l'autre attend que, faut que je lui donne ce qu'il attend que, faut que je réponde à sa demande, à ce qu'il espère, ce qui toujours fourvoie nos relations d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand on regarde quelqu'un qui nous offre un cadeau, il y a très souvent une sorte de regard très interrogatif dans l'espoir que réellement on va être émerveillé de ce cadeau. Oui. Vous êtes d'accord, il y a quelque chose quand quelqu'un offre un cadeau, il en attend quelque chose. Enfin, au moins dans le plaisir qu'on va ressentir à le recevoir. Hein. Ah bah, je crois que les plus grands chagrins sont ceux-là où les amertume, enfin tout ce qui se joue évidemment pendant les fêtes familiales. Alors, en plus, on parle des cadeaux, on est juste après Noël évidemment. Ce qui est très compliqué en plus à la période de Noël, c'est que c'est vraiment la période des cadeaux obligés. Et c'est tout à fait antinomique aussi que le cadeau. Oui. Parce que le cadeau, par définition, c'est ce qui n'est pas là, ce qui n'est pas attendu, ce qui n'est pas dû non plus, ce qui est gratuit, même si on a investi un peu, voire beaucoup dans le cadeau, mais là, c'est aussi toute la perversion et tout le poids de ces fêtes-là, c'est qu'on est censé se faire des surprises, mais on les attend de pied ferme, les surprises. Elles sont plus du tout surprenantes, les surprises. En commencer, vous parliez tout à l'heure de la liste au Père Noël. Et oui, le déballage des cadeaux, ça donne des scènes très cocasses. Si on a, je dirais, la légèreté, la liberté de pouvoir en rire un peu, mais oui, les têtes un peu contrites, ou celles qu'on a fait soi-même, d'ailleurs, en découvrant le cadeau auquel l'autre a pensé, auquel nous, on ne pensait pas du tout. Il n'a pas l'air de nous plaire. On pourrait faire une belle comédie qui serait très très drôle si on pourrait faire rien que la soirée de Noël avec le déballage des cadeaux, ça fait un film drôle du début à la fin. On est bien d'accord. Et puis, il y a cette expression, évidemment, dans cette émission, je ne peux qu'en parler. N'oublie pas mon petit cadeau. Oui. Là, justement, qui parle... Alors, c'est là que c'est de ce côté-là que le cadeau serait perverti, justement. C'est que là, c'est une espèce d'échange convenu d'avance, d'échange... entre, une relation sexuelle et un petit cadeau, évidemment. Et la valeur qu'on lui attribue, est-ce que l'autre nous doit de cette prestation, entre guillemets. Donc voilà, n'oublie pas mon petit cadeau, justement, c'est tout le côté encombrant, le côté dette, le côté redevable du cadeau dont on a tout intérêt à se débarrasser. N'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je dis toujours que la femme du monde, elle demande après l'acte, la pute, elle demande avant. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, et en général, la femme de monde, pour avoir après l'acte, c'est arrangé pour faire entendre déjà, préparer à ce que ça aille de soi ensuite. Je crois qu'elles ne sont pas tout à fait désintéressées non plus. Non, mais ça reste... c'est plus franc du côté... Alors ça, c'est évidemment très... comment dirais-je, patriarcale, hein, cette expression. Oui. Néanmoins, c'est quand même encore comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui se sentent dans le désir. Hein, je dis bien dans le désir, pas obligé d'offrir des cadeaux, notamment à leur femme ou à leur maîtresse. L'inverse, c'est moins vrai. On le voit encore dans les... Oui, ça change. Enfin, je parlais justement de ce patient. Oui, parce que les femmes commencent à gagner leur vie. Déjà, oui, c'était déjà un gros frein à cette équivalence, puisque c'était eux qui avaient le patrimoine, c'était eux qui avaient l'argent et les salaires et le travail que les femmes. Mais je crois que ça fait partie justement de la prise de leur pouvoir à elles, de leur place aussi dans la société, dans le couple, dans la relation. Oui, aujourd'hui les femmes, de s'autoriser, de se régaler à faire des cadeaux.
et pas comme quelque chose qui achète forcément l'amour de l'autre, exactement. mais qui est juste, voilà, j'ai eu envie, ça me fait plaisir. Et encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur ceux qui ont du mal à recevoir le cadeau. C'est aussi une exposition, le cadeau que l'on fait. C'est une prise de position, c'est une prise de pouvoir d'une certaine manière. Non pas sur l'autre, mais sur notre désir de faire plaisir, notre désir d'investir. Mais pour moi avoir du mal à recevoir un cadeau, c'est quelque part un rapport avec du mal avec l'amour, parce qu'on sait que dans les 5 langages de l'amour, il y a aussi un des langages de l'amour, c'est le cadeau. Et offrir un cadeau, c'est quelque part offrir un peu d'amitié ou d'amour à quelqu'un, et il faut donc le prendre avec toute cette symbolique-là aussi. Oui, c'est le verbe recevoir par excellence. Et donner, effectivement, ça nous semble être, comment dire, un peu obligé dans la relation à l'autre. Mais peut-être qu'effectivement, en tout cas trop souvent, on ne sait plus juste accueillir, on ne sait plus juste recevoir, comme quelque chose de très simple, mais on a l'impression d'être très vulnérable dans la réception d'un quelque chose qui ne nous est pas dû, qu'on n'a pas réclamé, qu'on n'a pas attendu, dont on n'a pas, qu'on mérite pas, qu'on n'a pas décidé, dont on n'est pas sûr justement qu'on le mérite. Et oui, ça fera partie de l'amour, de l'échange, de la relation à l'autre, de sa mobilité, sa plasticité, que de pouvoir s'autoriser à donner, mais aussi accueillir tout simplement. Et est-ce qu'on ne pourrait pas, pour conclure cette introduction au cadeau, se dire que ce qui est le plus formidable, c'est de savoir s'offrir à soi-même des cadeaux ? Oui. Ça aussi, c'est une conquête. Oui. D'ailleurs, cette expression va prendre soin de soi, se faire plaisir. Tout le monde le dit. Tout le monde dit qu'il faudrait prendre soin de soi et peut-être se faire plaisir, mais c'est aussi une conquête. Et je crois que c'est une conquête quelquefois très difficile, en tout cas pour beaucoup. En tout cas, le cadeau que je vous propose aujourd'hui, c'est de venir nous raconter quels ont été vos plus beaux cadeaux, ou au contraire, le moment où vous avez ouvert le paquet et puis que vous avez eu l'impression qu'on se moquait un peu de vous, parce qu'il peut y avoir ça aussi dans ces moments-là. Vous nous rejoignez sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sophie Cadalen est avec nous, psychanalyste, et nous évoquons les cadeaux, parce que c'est un peu encore le moment après les fêtes. Bonjour Ophélie. Brigitte, bonjour Sophie, ravie d'être avec vous. Donc vous aimez offrir, mais vous aimez aussi recevoir, c'est bien. Exactement, j'aime offrir, recevoir et me faire des cadeaux également. C'est vrai, parce que, bravo. Oui, et depuis pas très très longtemps, depuis quelques années. Par contre, c'est vrai que pour moi, offrir des cadeaux, c'est toujours l'opportunité de faire passer un message à l'autre, un message d'amour, d'amitié, de reconnaissance, ou de remerciement tout simplement. C'est vraiment, je trouve, offrir un cadeau, vraiment l'opportunité de dire quelque chose à l'autre. Et c'est ça que je porte toujours beaucoup de soin à offrir des cadeaux. Des fois, je me pour tout vous dire, pour essayer de taper dans le mille, comme on dit. Et aussi, alors comment vous faites ? Vous questionnez la personne ou vous questionnez son entourage ? Alors les deux. Les deux, ou alors tout simplement je suis dans l'observation. Si j'ai l'occasion par exemple de sortir avec une amie, eh bien je vais observer ce qu'elle regarde, ce qu'elle aime, ou lorsque je vais chez elle, je peux voir aussi ce dont elle manque, parce que parfois on peut manquer de petites choses qui peuvent nous faciliter la vie, donc ça c'est aussi des cadeaux sympas à faire, des cadeaux utiles aussi. J'aime beaucoup dans mes cadeaux faire des petits clins d'œil, soit souvenirs, soit justement des petites choses dont on peut vraiment avoir besoin, qui nous manquent. Vous pourriez nous donner un exemple? C'est intéressant ce que vous dites. Oui, une pelle à tarte par exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai offert une pelle à tarte. Parce qu'on vous avait offert, parce qu'il y avait une tarte en dessert et il n'y avait pas de pelle à tarte, c'est ça? Exactement. J'étais invitée chez une amie pour un petit goûter entre filles. Et au moment de couper le gâteau, d'ailleurs c'était pas une tarte, c'était un gâteau, tout le monde s'est regardé, il y avait que des couteaux atroces. Et là je me suis dit, alors là je lui fais le coup, la prochaine fois je lui offre la pelle à tarte. Et lorsqu'on est allé déjeuner ensemble, eh bien j'ai sorti de mon sac et on s'est marré, quoi. Voilà, c'est des petits clins d'œil comme ça.
qu'on peut faire, qui m'amusent et qui font que ça nous rapproche. Ça crée des liens, les cadeaux aussi. Hein, mais à bien mon sûr, sens, hein. bien sûr, bien sûr. Ça crée des liens d'amour, d'amitié, de complicité. Et puis là, dans l'exemple que vous donnez, en fait, c'est très fun parce que c'est en même temps, c'est pas un gros cadeau, c'est pas, mais l'intention est là, le geste. Enfin, oui, c'est convivial en plus. Voilà. Et puis, il y a aussi une chose que je voudrais dire, c'est que souvent, ça m'arrive d'offrir des cadeaux que moi, j'aimerais recevoir. Ah, ça, c'est le travers qu'on a un peu tous. Et c'est ça. Mais je suis pas sûre que ce soit un travers, d'ailleurs. Quand je disais que je crois qu'il s'agit aussi d'assumer dans certains cadeaux que l'on fait le cadeau qu'on a envie de faire parce que peut-être effectivement on aimerait l'avoir. C'est aussi une façon de se montrer dans ce qu'on aime nous, dans ce qu'on pense qui ferait plaisir à l'autre, parce que la position inverse... Mais sincèrement, je pense que c'est un travers, parce que moi, je vais vous donner un exemple personnel. Hein. Moi, j'adore les stylos à encre. Mais vraiment, j'adore ça. J'en ai quelques-uns et voilà. Si vous voulez me faire plaisir, vous m'offrez un stylo, ça me fera toujours plaisir. J'ai compris. C'est passé. Là, je plaisante évidemment. Et donc, il y a une époque où j'offrais toujours des stylos aux gens parce que justement, j'adore recevoir des stylos. Et après, à un moment donné, j'ai vu que les 3/4 du temps, les gens n'utilisaient pas mes stylos. Donc, je me suis dit, c'est ridicule d'offrir des choses qui ne plaisent pas aux gens. Enfin, c'est idiot. Il y a plein de gens qui n'utilisent pas les stylos de toute façon. Alors, donc vous voyez bien que c'est pas... Oui, mais il y a aussi le côté, moi j'aime ça, pour moi c'est un objet précieux, symbolique, alors j'ai envie de te l'offrir à toi. Alors, effectivement, si on rentre dans le systématisme de stylo à tout le monde, mais je crois que ça participe aussi de cadeaux assumés, de cadeaux qui disent « moi j'aime tellement ça que j'ai envie de te l'offrir à toi ». Et je crois que quelquefois c'est plus juste que le cadeau qu'on pense uniquement du point de vue de l'autre. Et on peut aussi survoyer, penser que l'autre, forcément, il aimera ça, forcément, il est comme ça. D'accord, écoutez... Mais peut-être assumer, non pas sur le mode « tu vas aimer parce que moi j'aime », mais voilà, moi j'aime ça et j'ai envie de te l'offrir à toi. Et je crois que dans la symbolique, c'est aussi un cadeau, en tout cas, un élan important. En tout cas, ça convient à Ophélie, puisqu'elle a aussi cette tendance. Je n'ai pas dit ce travers. Hein. Brigitte, je me permets de rebondir sur ce que vous dites par rapport au fait de ne pas utiliser... les cadeaux que que les personnes n'ont pas utilisé les stylos que vous leur avez offerts forcément. Moi, ça m'arrive très souvent lorsque je tiens à la personne qui m'offre le présent. Ça m'arrive, mais vraiment très 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 fréquemment. Hein. C'est quasiment systématique. Par exemple, lorsque ma fille m'offre un cadeau ou ma mère m'offre un cadeau ou ma meilleure amie m'offre un cadeau, c'est peut-être ridicule et j'aimerais bien avoir l'avis de Sophie là-dessus. Je ne les utilise pas. Ah, c'est dommage. Je les planque. Non, mais je les planque. Ouais. Réellement, mais je pourquoi les cache. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où c'est des trop beaux objets. Qu'est-ce que vous diriez de non, ces pas objets? forcément. C'est pas des choses de valeur. Ma fille, par exemple, m'avait offert une bougie très particulière, voilà, avec une odeur particulière. C'était un symbole. Et en fait, et ça fait peut-être plus de 10 ans que je laisse cette bougie. Elle est dans mon placard. À chaque fois que j'ouvre le placard, je vois cette bougie. C'est une manière de la garder parce qu'une bougie, ça finit par être consumé. Et comme je ne veux pas l'user, en réalité... Là, on peut comprendre éventuellement. Enfin, je ne sais pas, je laisse Sophie interpréter. Mais... Oui, alors il s'agirait de faire le tour des cadeaux en question. Mais là, vous racontez quelque chose, effectivement, que vous voulez garder. Donc, effectivement, une bougie, ça se consume. Peut-être que vous les sacralisez trop, ces cadeaux-là. C'est ça, exactement. Peut-être que voilà, ça vient de personnes qui vous sont si chères que vous n'osez pas, entre guillemets, consommer le cadeau. Mais peut-être que ça rejoint de manière plus déguisée ce qu'on disait sur la difficulté à recevoir le cadeau aussi. Parce qu'on a l'impression que, à peine reçus, ils sont vite cachés quelque part, comme voilà. Et puis, ce qui est bête, c'est que si vous l'aviez consommée cette bougie, elle aurait pu vous en offrir une autre, tandis que là, elle est obligée de se casser la tête pour savoir quoi vous offrir d'autre. Hein. Vous avez raison. J'ai même pas pensé à ça, mais c'est vrai que non, mais tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, c'est vrai que je sacralise les objets qui me sont offerts par des personnes qui comptent beaucoup pour moi. Et ça, c'est un défaut. Je le vis mal parce que souvent, ça peut vexer. Les gens qui me disent par exemple tu n'as pas utilisé ça mais comment ça se fait ou voilà et en fait oui voilà. Ça déçoit évidemment, c'est normal. Oui, ça réclamerait peut-être que vous trouviez une espèce de comment dire un compromis. Oui, un compromis, une temporalité. Voilà, peut-être que vous les vénérez quelque temps, puis vous fixez une date en disant allez, maintenant on ouvre la porte pour d'autres cadeaux, comme dit Brigitte, vous consommez la bougie et on peut vous en offrir une autre, mais voilà
Voilà, que vous les adoriez un peu, là, sur votre autel caché dans le placard, et puis qu'à un moment donné, vous passiez à l'acte. C'est ça. Et alors, quand c'est un homme qui vous offre un cadeau, parce que vous avez parlé de votre fille, de votre mère, de votre meilleure amie, C'est pareil. Hein, si pareil. par exemple, c'est mon mari, ça peut être tout à fait exactement la même chose. Hein. Je peux aussi garder les choses précieusement et ne pas les utiliser. Par exemple, mon mari, votre maison, c'est un vrai bazar, alors. Alors Ophélie. non, pas du tout. En plus, non, pas là-dessus. Mais par exemple, j'ai un foulard d'une marque dont je ne citerai pas, d'une très grande marque. Mon mari m'a offert pour mes 50 ans. Là, il ne faut pas l'abîmer. Hein. Exactement. Il ne faut pas l'abîmer, il ne faut pas mettre du fond de teint dessus, il faut faire attention, faut pas. Et je le mets que vraiment dans les très très grandes occasions. Et comme je n'ai pas de très très grandes occasions souvent, je le mets jamais, une fois par an. Alors c'est ridicule, je sais, mais j'arrive pas. On n'a pas dit ça. Hein. Ah bah, dépêchez-vous parce que vous allez arriver à 60, vous l'aurez même pas consommé là, le foulard. Voilà, comme dit Brigitte, qu'est-ce qu'il va vous offrir maintenant? C'est ça. Non, mais vous avez raison. C'est spécial. Hein. Bon, et voilà, écoutez, en tout cas, merci. En tout cas, merci, parce que votre témoignage était vraiment intéressant et riche déjà en symbolique. Hein. On aura déjà bien avancé sur ce sujet. Merci beaucoup, Ophélie. Merci beaucoup. De ce cadeau que vous nous avez fait. Allez, une petite pause et on retrouve Flore Chéry qui va nous parler de l'audio érotique en France. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sophie Cadalen, vous savez ce que c'est que l'audio érotique? Non. Eh bien, vous allez le découvrir. Ah bah chouette. Oui, on va en parler. Et puis comme on parle de cadeaux en ce vendredi, je viens aussi avec ma petite idée. On peut aujourd'hui offrir un abonnement à des podcasts audio-érotiques à son partenaire. Ça foisonne de plus en plus sur les applications de téléchargement et ça démontre deux choses. Déjà que la masturbation, ça rend pas sourd, mais aussi la tendance actuelle à chercher de nouvelles formes de pornographie. À l'heure où l'industrie du monde X française actuelle s'empêtre dans des scandales juridiques, la pornographie audio apparaît comme une forme de salut. Elle serait plus éthique, plus créative, plus inclusive, moins coûteuse, plus moderne. Elle se consomme via des applications de podcast, un phénomène de plus en plus à la mode depuis le confinement. Et puis surtout, ce qui fait la singularité de ces produits, c'est qu'ils s'adressent en particulier à des femmes. Et les femmes qui regardent du porno, ça a une autre image que quand c'est les hommes. Femtasy ou Blinder, ça s'écrit H-E-R comme elle. De nouveaux entrants mettent carrément le mot femme dans leur marque. Mais il n'y a pas que. Depuis 2018, les pionniers français Vox, de nombreuses autres marques se sont lancées. Il y a eu le Son du désir, le Verrou, Colette se confesse, Contrôle X, Chambre 206, L'Appli Rose, Les aventures de Mademoiselle Carotte. Carotte, c'est H-O-T, comme hot. Melba, Femtasy, Blender, que je viens de citer, et plus récemment, Steamy, tout frais, sorti en novembre 2022 et produit par une belle maison qui s'appelle Louis Média. Alors ça fait beaucoup en quelques années à peine et vous allez me dire ça fait quand même pas mal de gens qui font la même chose. Et pourtant, les podcasts audio érotiques, c'est comme le porno, ça se diversifie énormément en très peu de temps. Par exemple, entre les jerk-off instructions, une voix qui guide la masturbation et l'exploration sensuelle, l'ASMR, des petits bruits de bouche, des chuchotements, des bruits de langue et d'effleurements, les histoires érotiques classiques sorties en roman et lues par des comédiens, les interviews intimistes où des personnes racontent leurs expériences sexuelles ou les scénarios où plusieurs personnages se rencontrent et parlent entre eux, il y a tout un monde entre ces différents formats. Mais pourtant, ces créations, elles restent toutes très fragiles pour deux problèmes. Parce que si les personnes consomment en effet plus de podcasts pour le développement personnel ou pour la culture générale, dans le métro, au moment des courses ou dans leur bain, ils n'en consomment pas encore de façon significative au moment de la masturbation, en particulier car on a parfois besoin de ses oreilles pour savoir si les enfants ou les parents, selon votre âge, ne vont pas débarquer d'un moment à l'autre dans la chambre. Mais aussi parce que les techniques de financement ne sont pas encore parfaitement bien développées sur ce secteur. Les régies publicitaires peinent à financer correctement ce format et les annonceurs se font rares lorsqu'on parle d'érotisme. Alors on espère qu'en 2023, cette nouvelle forme de pornographie saura trouver sa voie au chapitre. Oui, c'est vrai qu'il y a un boom, mais ça reste encore un peu compliqué. D'abord, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que ça existe. Je ne le savais pas. Oui, on en a parlé récemment à l'antenne. Oui, mais ça reste encore très... C'est peut-être plus les jeunes qui sont au courant de ça, j'imagine.
Les urbains, de façon générale. Alors, jeunes, je pense que jusqu'à 45-50 ans, les gens consomment des applications, mais il faut déjà consommer l'application. Et ça, on voit ce phénomène plus sur une cible urbaine, c'est-à-dire qu'il va être dans le métro et qui va prendre les transports en commun et qui a besoin je pense pas que c'est dans le métro qu'on écoute un... Non, mais le podcast de façon générale. Oui, bien sûr, donc, bien on sûr. a déjà, par exemple, des abonnements à Deezer ou Spotify, qui sont des grandes plateformes. Bon, ça, il faut être plutôt urbain, parce que si on prend sa voiture pour aller travailler, même si on a 20 ans, on écoute la radio et on va pas forcément aller sur le podcast. Donc, dès qu'on a ces petites applications et qu'on a l'habitude d'écouter du podcast ou de la musique dans les transports en commun, déjà, on peut être plus sensible au podcast audio érotique. Maintenant, il faut quand même trouver le format, parce que même si on fait ça en couple, il y a de plus en plus de podcasts qui se lancent en couple, quand même se bloquer 20-30 minutes de son temps en disant on se fait tout le podcast à deux. Et c'est toute une organisation qu'on n'a pas finalement quand on est dans la spontanéité de la sexualité à la maison. Voilà, donc ça demande une organisation de se mettre le podcast audio érotique. Donc il y a beaucoup de gens qui se lancent. D'entreprise. Maintenant, est-ce que le public en face va suivre? Est-ce que les financements aussi en face vont suivre? Ça, c'est quand même la grosse interrogation et on trouvera une réponse. De toute façon, le marché va se réguler, hein, comme toujours. Exactement. Mais ça marche outre-Atlantique. C'est pour ça que ça... Oui, il y a un boom, c'est sûr, mais après, ça va dépendre évidemment de la consommation en face. Hein. Voilà. Ouais. Mais cela étant dit, moi, je considère... Bon, c'est mon avis, hein, c'est peut-être pas votre avis, Sophie, mais quand même, je trouve que pour se masturber, le mieux, c'est de laisser passer son imaginaire, me semble-t-il. Est-ce qu'on est d'abord toujours obligé de se masturber en écoutant quelque chose? C'est pour ça que je dis bien, oui. Faisons fonctionner notre imaginaire. Enfin. Et, par contre, que l'érotisme aille avec la voix, ça me semble très juste. Certainement. Je crois que justement, décorrélés d'images, les mots, les histoires qu'on raconte, les voix qui susurrent, ont leur effet aussi. Moi, je trouve qu'en termes de créativité pour le couple, il y a un vrai intérêt. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, ça peut être intéressant comme scénario, et si on arrête l'appli et on joue à ça un peu dans le lit, ça va venir ouvrir un petit peu des portes et des ouvertures, et c'est moins violent ou explicite qu'un porno visuel. On est dans l'érotique et non pas dans la pornographie, évidemment. Voilà, et on est dans le suggéré. Donc je trouve que pour un couple qui cherche à se renouveler, ça peut être une bonne expérience. Alors peut-être pas en continu et pas dans une routine, mais à tester un petit peu pour pimenter. Je pense que ça peut se faire comme ça. Mais comme vous dites, effectivement, le podcast, c'est plutôt une activité solitaire. Et oui. C'est pour ça qu'il va trouver sa place, mais ça va peut-être être une petite place. Il n'aura pas le métro le matin et tous les jours. Oui, je pense pas. Non, je pense pas qu'on ait envie d'écouter ça dans le métro. Ça peut donner quelque chose de très transgressif. Ah oui, on va rougir. Tout le monde va nous voir rougir et les gens ne sauront pas pourquoi. On va se dire, vous ne savez pas ce que j'écoute. Il faut avoir des très bons écouteurs pour être bien sûr que personne n'entend ce qu'il y a dans nos oreilles. Oui. C'est vrai. Bon, pour l'instant, écoutez Sud Radio en podcast, c'est bien mieux. Voilà. Et à ce sujet d'ailleurs, on va parler lundi de la pornographie et de ce qu'elle aura apporté à la sexualité des Français, parce que on la décrit beaucoup aujourd'hui, mais on reviendra notamment sur l'âge d'or de la pornographie lundi. Merci Flore chérie, et si vous avez des fantasmes, n'hésitez pas, vous allez sur le site mysuitefantasy.com et peut-être que Flore et Arthur Vernon pourront réaliser votre fantasme, c'est pas rien. Tout à fait. Bonjour Joe. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour. Alors justement, première question, quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu là, comme ça, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Par rapport au cadeau? Oui. Je reçois peu de cadeaux, c'est amusant. Bah oui, mais vous en avez bien reçu un quand même. Si j'ai reçu des cadeaux... quand vous étiez enfant, par exemple, je sais pas. Oui, quand j'étais enfant, ils étaient moins érotiques. Mais je suis pas obsédée, Jo, il faut pas croire, je ne pense pas qu'à ça. Hein. Non, j'ai le bonheur du cadeau quand il me correspond, quand il me met en joie. Mais là, quel cadeau vous avez envie de citer? Lequel vient le plus? J'étais en train de voir. Je crois que ce qui m'a fait le plus plaisir et qui m'a surpris, c'était quand j'étais adolescent. Oui, alors c'était quoi? Et là, c'était
C'était un vêtement. D'accord. C'était un vêtement, c'était un blouson à l'époque qui m'a permis de me sentir beau dans ce vêtement. D'accord. Donc ça vous a permis, oui, d'améliorer votre rapport à votre physique. Oui, tout à fait. Oui, c'est une belle réponse, oui. C'est vrai qu'un vêtement, c'est pas toujours facile d'offrir un vêtement parce qu'il faut bien connaître la personne, mais ça peut être un vrai hommage au physique de la personne, oui. D'accord, merci de cette première réponse. Deuxième question, quel est le lieu où vous préférez faire l'amour à part le lit? Le lieu où je préfère faire l'amour à part le lit, partout en dehors du lit. Non, je vais être plus précis. Je crois que j'adore faire l'amour dans... Ce qui est le plus intense pour moi, c'est dans des lieux assez incongrus. Oui, par exemple disons que ça m'est arrivé en haut du phare d'Ernest Hemingway en Floride. Ça m'est arrivé dans des endroits qui étaient plus destinés à des édifices religieux. C'est arrivé parfois sur les clochers. Oui, là, c'est une transgression totale. Voilà, on est en transgression totale, mais dans des endroits où, voilà, ça peut être le jeu avec la possibilité d'être découvert ou le décalage, le vrai décalage avec... entre le lieu et la sexualité, oui, bien sûr. Et la sexualité. Oui, donc c'est vraiment la transgression. Vous êtes plus à l'aise avec ce genre de questions, hein, Jo, il n'y a pas de doute. Hein. Que le cadeau. N'est-ce pas? Et dernière question, vous avez plutôt eu 1 ou 100 partenaires? Je serai plus près du chiffre du haut. Plutôt 100, d'accord. Eh bien, vous pouvez poser une question à Sophie Cadalen, elle vous écoute, allez-y. Dans le cadeau que l'on fait, Sophie, et dans le cadeau que vous feriez, est-ce que vous pensez plus à vous ou plus à la personne à qui vous le faites? Ça dépend de la personne. Il y a quelques cadeaux, je pense qu'on a tous ces cadeaux-là qui sont un peu des cadeaux de principe, où là je pense plus à ce qui se fait que ce que j'ai vraiment envie de faire. Mais je crois, voilà, c'est un entre-deux. Comme je disais à Brigitte tout à l'heure, il y a des personnes à qui j'ai envie d'offrir ce que moi j'aime. Un livre que j'ai aimé, par exemple, que j'ai envie de partager. Et puis il y a la personne, effectivement, un peu comme notre auditrice, je vais être attentive à l'objet manquant, à le petit clin d'œil, le petit quelque chose qui, je sais, ferait très plaisir et qui n'a pas été tellement réclamé d'ailleurs. Voilà, en fait c'est très variable, ça dépend à qui, ça dépend peut-être aussi de mon humeur d'ailleurs. Ai-je répondu ? Oui, c'est bien. Moi, je vois aussi l'idée du cadeau invitation, incitation, encouragement à la découverte aussi, en tenant compte de la personne. D'accord. Et en même temps de ses désirs. Et donc, a priori, si j'en crois votre première réponse, Jo, vous préférez offrir que recevoir. Enfin, en tout cas, vous avez plus... J'ai plus tendance à offrir que recevoir, mais je dois apprendre à accueillir. Je vois que vous avez écouté un peu ce qu'on disait justement en introduction. Hein. Je pense qu'en effet, hein, les gens, en règle générale, ont besoin d'apprendre à accueillir. Oui, mais un petit peu en général dans la vie pour tout d'ailleurs. Hein. Apprendre à se laisser un peu faire, apprendre aussi à se laisser quelquefois aimer, bichonner. Oui, ça va pas de soi pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, on va continuer à vous aider à recevoir les cadeaux ou à trouver comment offrir un cadeau. C'est le sujet d'aujourd'hui avec Sophie Cadalen. Et vous pouvez, bien sûr, si vous avez envie de poser des questions, si vous avez envie de nous raconter quel a été ce plus beau cadeau que vous ayez reçu, ou alors le cadeau le plus ridicule que vous ayez reçu. Parce que ça aussi, ça peut arriver. Hein. Ah ben oui, des cadeaux totalement... saugrenu, incongru. Je pense une bonne patiente aussi cette semaine qui racontait après Noël, c'était presque ce que je lui dis tout de suite. Hein, on dirait le Père Noël est une ordure qui de sa belle-mère reçoit une écharpe et qui ne voit pas que c'est une écharpe et qui dit c'est un torchon. Voilà, j'ai beaucoup ri. Oui, j'imagine la couleur de l'écharpe. Sur le moment, ça n'a pas été drôle du tout. Oui, la belle-mère n'a pas dû apprécier la réflexion. Non, mais elle a pirouetté, elle a transformé ça en blague, mais elle avait vraiment été déconcertée par l'écharpe en question, tellement étrange qu'elle n'avait pas du tout vu que c'était une écharpe.
Oui, mais là, on peut penser quand même que de la part de la belle-mère, il y a un acte un peu inconscient quand même. Oui, et de part et d'autre, on peut penser que ça n'est peut-être pas si pétri de bonnes intentions de la part de la belle-mère, que la réception du cadeau, elle aussi, n'est pas dénuée de quel petites, joli torchon, excusez-moi. de petites réparties un peu narquoises. Un peu cinglantes quand même, oui. Où on dit effectivement ce qu'il ne faut surtout pas dire. C'est aussi l'occasion de ça, le cadeau. Mais enfin, entre une belle-fille et une belle-mère, qu'on règle ses comptes, ça n'a rien de surprenant, évidemment. Voilà. Allez, on fait une petite pause et on retrouve Eddy dans un instant qui va nous raconter aussi s'il a plus de plaisir à donner ou à recevoir. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sophie Cadalen est avec nous, psychanalyste, et merci d'être là, c'est un cadeau de vous recevoir. Gentil, Bonjour Eddy. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour. Et bon, vous affirmez que vous préférez offrir que recevoir. Oui. Personnellement, j'ai beaucoup plus de plaisir à avoir le plaisir que j'ai créé au niveau de la réaction de la personne en face quand je lui offre quelque chose, et que moi de recevoir. Et apparemment c'est assez commun. Mais moi c'est même souvent quand le cadeau il est assez important que je vois, j'ai quelques pudeurs et quelques gênes à le recevoir. Ouais. Mais bon, encore une fois, c'est à mon avis, c'est une pudeur qui est malvenue, parce que ça va, quoi. Je veux dire, par la suite, on est toujours heureux de recevoir un cadeau, quoi qu'il arrive. Même si au premier instant, ça paraît un peu, moi, ça me gêne un petit peu souvent. Mais par contre, ce qui me touche le plus, et les cadeaux qui m'ont le plus touché, je vais vous donner 2 anecdotes. Oui, allez-y. Alors, la première, c'est que j'étais en période assez difficile au niveau matrimonial, et ma fille m'avait offert un CD dans lequel elle m'avait mis plein de chansons qu'elle avait recherchées elle-même, elle m'avait créé sur ce CD-là, dans lequel il y a plein de chansons qui rien que de vous le dire, j'avais plein d'émotions dans la voix, et qui m'avait ému à chaque fois que je mettais le CD en route. Et c'était un message donc musical. Parce que c'est des chansons que vous aimiez bien. Enfin, c'est des chansons qui étaient vos chansons que vous écoutiez souvent, j'imagine. Alors, il y avait des chansons. C'est ça qui m'avait le plus impressionné, c'est qu'il y avait des chansons qu'on avait partagées dans sa tendre enfance, puisque maintenant elle est grande. Mm-hmm. Et d'autres chansons, par contre, qui étaient des années 70, où c'était beaucoup plus les mélodies, quelque chose qui nous touchait au niveau intérieur et qui nous rapprochait sans qu'il y ait vraiment de mots. C'était vraiment des chansons des années 70 et puis après il y avait aussi beaucoup de Hugo Frey, mais Hugo Frey ou Charles Aznavour, mais là c'était plus dans les paroles et puis surtout dans qui nous rappelaient des moments de vie qui nous étaient partagés. Mais là c'est un cadeau magnifique, parce que c'est un cadeau qu'elle a construit elle-même, il est fort, ce cadeau, bien sûr. Exactement. Et puis c'est un cadeau que vous pouvez écouter quand vous voulez. Enfin non, c'est un vrai... à tel point que je l'ai tellement écouté qu'il s'est rayé malheureusement. et je l'ai gardé en relique. Malgré que je ne l'écoute pas, je l'ai en relique, parce que je peux pas m'en détacher malgré tout. Il est tellement fort en termes de sentiments et en termes d'émotions que pour moi ce serait un sacrilège que de m'en séparer. Bon donc vous savez quand même recevoir, parce que là... Ah oui, mais là, je sais recevoir parce que c'est pas du matériel. Ce que je sais recevoir, c'est... Ah, c'est intéressant, parce que vous ne valez pas suffisamment pour recevoir un cadeau qui coûterait cher. Quand c'est du matériel, ça me gêne, parce que je me dis, ça aurait pu l'aider plus que m'aider à moi. Donc là, c'est là où cette pudeur-là, quand on parlait de cadeau, c'est quand c'est du cadeau matériel. Quand c'est une attention, ne serait-ce que moi, quand par exemple, à ma fille, j'avais plus de plaisir.
à lui donner. Souvent, j'accompagnais d'un chèque parce que je savais que ça allait l'aider financièrement. Mais par contre, c'était beaucoup plus ce qui nous reliait, c'était que je lui écrive un poème. Et le fait de lui écrire un poème, de lui dire ce que je pense, ce que je ressentais pour elle. Et après, je l'accompagnais d'une aide financière parce que pour moi, c'était important que ça avait. Oui, je comprends bien. Vous faisiez un cadeau qui était un cadeau d'amour, et puis parallèlement, vous donnez de l'argent pour qu'elle puisse s'acheter ce dont elle a besoin, plutôt que d'acheter un cadeau qui vaut cher et qui sera peut-être pas exactement ce qu'elle aurait besoin à ce moment-là. Mais ce que dit Eddy me semble-t-il assez fréquent, la gêne quand on reçoit un cadeau qui a une valeur importante. Oui, et là on se trouve tout de suite dans une espèce d'obligation. Enfin, on est redevable. Voilà, on est en dette. Il y a quelque chose ou qu'on ne mérite pas, ou qu'on ne pourra pas rendre, ou qu'il faudra rendre. Enfin, quelque chose qui s'évalue tout de suite. Alors que le cadeau dont il parle là, enfin celui qui l'a vraiment touché, c'est la déclaration d'amour. C'est l'effort, c'est le temps passé, c'est la pensée qu'on a eue de l'autre et pendant laquelle justement on a préparé le cadeau. Enfin voilà, ça justement, ça ne coûte rien au niveau, en tout cas pas tant au niveau matériel, mais quel temps passé, quelle pensée consacrée, quel message diffusé, quelle audace aussi d'ailleurs. Donc oui, mais bon. Voilà, acceptons aussi que quelquefois certains ne savent pas faire autrement pour dire leur amour que de mettre un petit peu d'argent dans quelque chose dont ils espèrent que ça nous fera plaisir. Et puis c'est tout à fait relatif. Oui. Les moyens de chacun sont très subjectifs et relatifs. Oui, et c'est, je crois, ce dont on a à se garder toujours. Il n'y a pas d'équivalence obligée. On fait comme on peut, on fait comme on a envie, on fait ce qui, à nous fait plaisir pour faire plaisir à l'autre, mais qui, évidemment, il y a des tas de fois, c'est pas du tout dans le même registre que celui de l'autre. Qui peut-être n'a peut-être pas si investi d'ailleurs le cadeau, même s'il a coûté cher. En fait, un cadeau, au niveau de sa valeur, tout dépend aussi des moyens financiers de la personne. Parce qu'on peut très bien vous offrir une Ferrari, mais quand on est archi-milliardaire, une Ferrari n'a pas tellement de valeur. Moi, quand même, même un milliardaire, je pense qu'il n'offre pas des Ferrari comme ça à tout bout de champ. Mais vous mettez la barre un peu haute quand même. Je vais vous dire, peut-être, mais en fait, tout est relatif. C'est-à-dire que, à mon sens, 1 euro de quelqu'un qui touche qui au RSA par exemple a beaucoup plus de valeur à mon sens que quelqu'un qui manière ça ne lui pèsera pas sur sa fin de mois, quoi, je veux dire. Alors ça, c'est quelque chose de très concret que vous êtes en train de dire, mais je ne pense pas que ce soit si juste que ça. Parce que vous avez des gens riches qui sont très radins, et puis vous avez des gens pauvres qui sont très très généreux. Je crois que c'est encore une fois, bien sûr que on a tous une objectivité de nos moyens par rapport, mais je ne crois pas que ce soit aussi rationnel que ça. Non, ça a à voir avec une grille de valeurs qui est très personnelle toujours, qui n'a pas grand-chose à voir avec notre fortune ou notre absence totale de fortune d'ailleurs. Est-ce qu'on investit vers l'autre ? Est-ce qu'on est généreux avec l'autre ? Et la générosité, oui, ça peut être le temps consacré à sélectionner des chansons, à recopier des poèmes, à en inventer soi, à en créer soi. Quelle est notre capacité effectivement à livrer quelque chose à quelqu'un, à livrer quelque chose de son intimité à quelqu'un, pour essayer de toucher l'intimité de l'autre ? Et c'est au-delà, effectivement, des moyens financiers. Et comme vous disiez, Brigitte, oui, il y a des gens très riches qui sont absolument mesquins dans leurs cadeaux, et d'autres, voilà, tout à fait démunis, qui sont d'une générosité folle, et qui, de ce fait, nous en touchent d'autant plus. Oui, et qui se mettent parfois en danger par leur générosité, justement, et ça, c'est peut-être ce qu'il faut mettre en garde. Merci beaucoup, Eddy, en tout cas, de ce témoignage bien sympathique. Et puis, on va se retrouver après les infos, on va continuer à évoquer les cadeaux que vous aimez recevoir, que vous aimez offrir, évidemment. Et puis, bien sûr, on n'y échappe pas, la petite devinette du jour, Sophie Cadellen. Je ne la trouve jamais. Mais vous allez voir, celle-ci, vous pourriez la trouver. Quel est le point commun entre une femme très bavarde et une lesbienne ? Vous avez le temps des infos pour essayer de trouver la réponse. Bon, ça n'a pas l'air de vous inspirer. Tout de suite, après les infos, on réévoque ensemble, on évoque à nouveau ensemble les cadeaux.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sophie Cadalen est avec nous et après les fêtes, on est tous évidemment ravis ou déçus des cadeaux qu'on a reçus et je vous invite à venir en parler avec nous sur Sud Radio, que ce soit des beaux cadeaux, des mauvais cadeaux et puis si vous avez envie d'évoquer aussi votre plus beau cadeau, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Avant de donner la parole à Pierre qui nous a rejoint, Sophie Cadalen, alors la réponse à ma devinette, quel est le point commun entre une femme bavarde et une lesbienne? Oh, il y a quelque chose autour de la bouche, de la langue. Bien sûr, oui, elles n'ont jamais leur langue dans leur poche. Ah, ni j'étais l'une pas ni loin. l'autre. Vous étiez pas loin, vous voyez. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être avec nous Pierre. Et merci de m'accueillir. Alors Donc, vous aimez offrir et recevoir, vous hein? Alors, oui, j'avoue que je préfère offrir que recevoir d'ailleurs, même si en y réfléchissant précisément, c'est pour moi quelque chose de très émotionnel que le cadeau. Je pense que c'est une capacité à, si on veut faire vraiment plaisir à l'autre, il faut être capable de se décentrer et d'aller chercher ce qui lui fera plaisir. Et le cadeau, à mon sens, touche beaucoup plus dans ces cas-là. Et j'ai été souvent touché par des cadeaux comme ça. Et il m'est arrivé, en revanche, de recevoir des cadeaux qui étaient pas vraiment réfléchis. Et il y a quelque part, même si on est heureux de l'intention de l'autre, hein, une légère déception, vous voyez. Oui, vous voulez dire le cadeau un peu banal, un peu stéréotypé, oui. Qui fait qu'on se rend bien compte que la personne, elle a acheté ça sans vraiment réfléchir à ce qui pourrait faire plaisir. Oui, pour honorer une obligation, vous voyez, ça c'est très décevant. Moi j'avoue que je n'aime pas du tout ça, mais j'aime énormément offrir et pour moi le cadeau c'est quelque chose qui doit... la notion d'utilité, si vous voulez, me gêne un peu. J'ai envie que le cadeau soit un regard vraiment émotionnel dans l'inutilité aussi, qu'il soit un peu dans l'inutilité, quelque chose que la personne ne se serait même pas acheté elle-même. Ou en tout cas... oui, je comprends bien. Ça c'est voilà. aussi quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Hein. C'est le cadeau utile ou le cadeau superflu, mais qui finalement peut faire très plaisir parce que justement cet objet-là, la personne n'aurait jamais pu ou n'aurait jamais osé se l'acheter. Voilà, oui. Ça, c'est pour moi très important. Et alors, le plaisir d'offrir, pour moi, il est très connoté avec l'amour que j'ai pour les personnes auxquelles j'offre. Et ça me touche beaucoup. Alors, je sais pas, j'avoue que c'est des fois la frontière entre, je sais pas comment on peut dire, le regard qu'on a envie que les autres portent sur soi-même, un petit côté narcissique quand même, le fait que le cadeau soit aussi complètement désintéressé est important pour moi et j'avoue que la frontière elle est des fois pas facile à trouver. Mais pourtant, je considère que le cadeau devrait être désintéressé, même s'il n'est jamais vraiment complètement, puisqu'on a envie forcément de s'attacher à l'amour aussi de l'autre. Oui, non, je suis tout à fait... c'est très important ce que vous dites là. Vous avez utilisé le mot côté narcissique, disiez-vous, dans le cadeau. Effectivement, on veut que l'autre nous aime de l'intention qui fut la nôtre. Mais il ne faut pas... En tout cas... Admettons cet aspect narcissique de la relation, de l'amour aussi d'ailleurs. On aime comme l'autre nous aime et on aime comme l'autre se sent aimé de la façon dont on l'aime. Il y a quelque chose qui fait aller-retour, qui fait échange et qui fait que oui, on sait bien que le regard que l'autre pose sur nous rend meilleur, nous rend plus beau en tout cas, meilleur après c'est relatif, mais c'est pareil et je crois que ça fonctionne aussi dans cet échange et
et qu'il s'agit de l'assumer. Désintéressé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que le plaisir qu'on a à faire plaisir, c'est déjà de l'intérêt pour l'autre, et quelque chose qui nous profite à nous. Tiens, on a tapé juste, tiens, on a trouvé le cadeau qui lui fait plaisir. Effectivement, avec le luxe d'un cadeau qui ne peut servir à rien, voilà, il n'a pas de fonction rationnelle, de fonction objective, mais voilà, admettons aussi, c'est pour ça que je dis le cadeau peut-être le plus juste, c'est celui qu'on a envie aussi d'offrir et qu'il nous fera plaisir aussi d'offrir et qui, dans le meilleur des cas, fera également plaisir à l'autre. Et ça fera retour. Et je crois que c'est à assumer. Par contre, c'est à distinguer du cadeau intéressé, au sens le plus calculateur du terme. Je vais offrir ça, comme ça l'autre va croire que, l'autre va m'aimer, l'autre va me le renvoyer, l'autre va voir que je m'intéresse à lui. Non, mais ça, en général, ça rate d'ailleurs. En fait, vous voulez dire, Sophie, que de toute façon, un cadeau, c'est jamais gratuit. Non. Mais c'est normal, enfin moi ça me paraît évident et il faut l'accepter. Oui, c'est comme cette expression que beaucoup de gens utilisent, voilà, je veux pas que l'autre profite de moi. Mais c'est ça aussi nos relations, on profite les uns des autres. Alors, vous entendez bien ce que je dis en disant ça. Bien sûr, il n'y a pas de manipulation. Du profit au sens vénal, au sens calculateur, au sens désaffecté du terme. Ça doit nous profiter à tous, une relation. Et le jour où une relation ne nous profite plus, qu'elle coûte plus qu'elle ne rapporte, voilà, au sens où ça ne nous fait plus du bien, où ça nous rend plus malheureux que ça nous rend heureux, il faut arriver à s'en dégager, à s'en détacher. Et ça n'est pas forcément facile. Mais voilà, un cadeau, c'est aussi ça. Le sens des mots est extraordinaire. Quand une relation ne nous profite plus, quel est l'intérêt de la maintenir? Et on voit bien dans les mots toute la signification, tout le sens qu'il y a. Pierre, donc soyez à l'aise dans vos cadeaux. Et voyez, je suis. Si on pousse le bouchon un peu loin, si vous permettez cette expression, moi je suis commercial dans mon entreprise et j'ai des clients. Et il peut m'arriver de faire des cadeaux à des clients. Et là, ce que j'ai au fond de moi, c'est vraiment de leur faire plaisir et leur dire merci. Et c'est pas acheter la relation future. Mais comment c'est difficile à faire percevoir ça, parce que mais je dirais que c'est pas votre problème. Oui. Ouais. Vous faites ça de manière généreuse et naturelle. Après, comment l'autre l'interprète, c'est pas votre problème. Ouais. Parce que si vous commencez à essayer que l'autre interprète bien comme il faut, vous n'allez pas vous sortir dans vos relations humaines. Hein. Oui, j'entends bien. Je voulais avoir votre éclairage là-dessus. Non, vous êtes d'accord, Sophie? Oui, totalement. Ça revient à ce que je répète là. C'est que le cadeau plus juste, c'est celui qui part de nous, avec notre attention à nous. Comment ça va être reçu par l'autre? Il y a quelque chose qui va nous échapper, de toute façon. Alors, on peut plus ou moins bien connaître l'autre, on peut plus ou moins avoir bien ciblé ce cadeau, mais il n'empêche que la réception, c'est le moment où ça échappe. Voilà, l'idée qu'on se faisait du cadeau qu'on allait faire, de ce qui ferait plaisir à l'autre, au moment où on le donne, ça y est, une autre histoire commence à s'écrire. En fait, Pierre, il faut comprendre les choses. Il y a un pont entre vous et la personne à qui vous offrez le cadeau. Vous faites la moitié du chemin, vous mettez le cadeau au milieu, et l'autre fait l'autre moitié du chemin et va chercher le cadeau. Mais vous avez fait votre chemin, c'est à l'autre de faire son chemin, et vous ne pouvez pas le faire à sa place. Rien à voir avec la guerre froide et les échanges de... Ah, surtout pas. C'est prisonniers au milieu du pont. Là, c'est très chaud. Mais non, mais attendez, Pierre, je ne vois pas pourquoi vous interprétez ça comme ça. Moi, j'interprète ça parce que on a dans les relations à l'autre toujours, enfin pas toujours, mais en tout cas la moitié de responsabilité. Après, l'autre moitié, c'est l'autre. Et on ne peut pas vouloir avoir toute la responsabilité. C'est quelque part vouloir être dans la toute-puissance. C'est pas possible. Oui, mais c'est pas ce qui m'intéresse, d'ailleurs. Hein. Mais j'en doute pas. Mais vous voyez, vouloir absolument que l'autre interprète exactement comme on l'a voulu, c'est quelque part vouloir trop. Oui. Vous mettez un objectif trop fort dans votre manière d'offrir. C'est la perception de générosité qu'on a envie de faire, que l'autre ressente. Oui, alors là, ça rejoint le côté, entre guillemets, un peu narcissique dont vous parliez tout à l'heure. Oui, on a envie que l'autre nous voie de la façon dont on aimerait qu'il nous voie.
par ce cadeau. Mais c'est à ça qu'il s'agit de renoncer, justement. Et c'est pourquoi, voilà, le cadeau le plus juste, c'est celui qu'on a envie de faire, pas celui qui servirait à ce que l'autre comprenne qui on est. Non, l'autre, il comprend avec son interprétation, sa subjectivité, son histoire. On parle, par exemple, des gens qui ne savent pas recevoir les cadeaux. Il va se heurter à celui, ou en tout cas celui qui aime offrir des cadeaux, va se heurter à quelque chose qui va le dépasser, là. Qu'est-ce qu'on peut faire en face de quelqu'un qui n'aime pas recevoir ? Il va être plus gêné de ce cadeau qu'on lui transmet que apte à regarder notre générosité. Et il va falloir composer avec. Et puis, vous voyez, Pierre, je crois qu'il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, et ça, je pense que c'est important de le dire dans cette émission où on parle des cadeaux. Parfois, on va faire un cadeau à quelqu'un parce que cette personne a pris le temps de nous écouter alors qu'on avait une souffrance et qu'on avait besoin. Je parle, évidemment, c'est un peu subjectif, hein, ce que je dis. Mais vous voyez, Pierre, parfois, on va offrir une boîte de chocolat ou un foulard à quelqu'un, tout simplement parce que cette personne nous a rendu un service. Et là, quelque part, on voit bien que c'est pas, enfin, je veux dire, c'est un échange. Vous voyez ? Et donc, il faut prendre vraiment, quand on nous offre un cadeau, il faut le prendre pour ce qu'il est et pas en attendre autre chose. D'accord. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin très souvent d'offrir un cadeau pour remercier. C'est aussi une manière d'offrir des cadeaux. C'est pas toujours parce que c'est notre anniversaire ou parce qu'on va dîner chez eux, etc. Vous voyez ? Donc, il y a 10 000 manières, 10 000 raisons d'offrir des cadeaux. Et parfois, c'est un échange par rapport à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'objet. Oui, mais globalement, c'est parce que la personne est importante pour nous. Et c'est ce que vous faites quand vous offrez à vos clients. Vous offrez des cadeaux parce que c'est des clients que vous appréciez, que vous aimez bien, et c'est votre manière de leur dire que vous les appréciez et que vous les aimez bien. C'est tout. Il y a rien d'autre La personne est importante pour nous, en fait. Voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre. Oui, mais je ressens ça, oui. Et s'ils comprennent autre chose, c'est parce que eux sont certainement des personnes qui auraient tendance à offrir pour pouvoir garder. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est leur manière d'être qui fait qu'ils vont mal interpréter. C'est pas par rapport à vous. Ah oui, je comprends la nuance. Oui. Et il s'agira aussi de... Ça parle plus d'eux, vous voulez dire, que de nous. Mais quoi. Absolument. Vous savez, quelqu'un qui a peur que vous soyez malhonnête, c'est généralement quelqu'un qui est malhonnête. Hein. Par contre, vous, il y aura peut-être un peu à calmer, que je crois deviner derrière ce que vous dites, l'envie d'être aimé aussi en faisant ce cadeau, l'envie d'être bien considéré. Voilà, revenir à cette position finalement assez éclairée qui est j'aime cette personne, en tout cas j'ai eu de bons rapports avec ses clients, j'ai envie de le récompenser, ça me fait plaisir de ce qu'il en pense, comment il vous envoie, ça ne vous regarde plus. Merci Pierre, en tout cas. Merci. Cet échange. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. On continue avec les cadeaux, avec Céline qui nous a rejoint dans un instant. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à échanger avec nous. Finalement, ça dit beaucoup de choses de nous, les cadeaux. C'est pas gratuit tout ça. 0826 300 300, n'hésitez pas à nous rejoindre. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sophie Cadalen est avec nous et on continue à évoquer les cadeaux avec vous, bien sûr, sur Sud Radio et avec Céline. Bonjour Céline. Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter sur vos cadeaux que vous avez reçus ou que vous avez offerts ? Alors, moi, j'ai pas la même façon de ressentir quand j'offre et quand je reçois. C'est pas la même chose, hein. Voilà, et quand je reçois, d'autant plus quand c'est une fête, on va dire, déjà c'est genre les anniversaires, Noël, enfin les choses qui sont traditionnelles, on va dire. Ouais. Et les cadeaux qu'on me fait, enfin les cadeaux, le cadeau qu'on va Surprise. me faire quand je ne m'y attends pas. Donc j'ai deux réactions totalement différentes. Quand je reçois, quand le cadeau est surprise et que que je m'y attends pas du tout. Et vous préférez, j'imagine, le cadeau surprise. Ah bah oui. Oui. D'autant plus que en fait, je ne quantifie pas le cadeau, c'est-à-dire je veux dire ça serait un bouquet de fleurs ou
je veux dire quelque chose d'une grande valeur, limite le bouquet de fleurs, comme je dis, me mettrait dans tous mes états de joie et d'émotion quand c'est surprise. Voilà. Et à l'inverse, quand c'est lors d'une fête, un anniversaire, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que je le reçois, ça me fait plaisir aussi, mais je sens comme une gêne, une espèce de gêne, et peut-être l'obligation de faire voir que je suis contente, et voilà. Ça, c'est quand je reçois. Et à l'inverse, alors bon, je me l'explique pas, hein, cette gêne, finalement, quand c'est un anniversaire, etc. Et à l'inverse, quand j'offre un cadeau, bon, déjà, je l'offre pas pour m'attirer la sympathie ou l'amour, je ne sais quoi. Je l'offre avant tout pour voir le plaisir sur les visages des personnes à qui j'offre. Voilà. Dans leurs yeux, dans la façon de déballer le cadeau. Et généralement, je cherche des cadeaux un peu atypiques. Voilà, je vais pas aller dans Et vous aimez justement voir que la personne soit surprise et agréablement surprise de ce que vous avez réussi à trouver. Mais ça, c'est là on voit que là on offre le cadeau pour se faire plaisir, évidemment. Oui. Et puis on veut toucher, on veut que quelque chose s'en passe. Et j'avais une question à vous poser d'ailleurs. Comment vous réagissez quand votre surprise justement peut-être n'est pas bien reçue, peut-être déçoit, peut-être déconcerte tellement que ça fait un peu flop? Oui, ça m'est arrivé. Alors c'est pas des cadeaux à proprement dit. Je veux dire, c'est des choses pour faire plaisir. On peut dire d'un cadeau, puisque derrière il y a quand même un certain travail. Par exemple, de la cuisiner pour mon chéri, mettre tout en application, faire bien pour qu'il soit content et qu'il goûte quelque chose de bon. Et bon, à force, en fait, quand il rentrait du travail, il s'asseyait, voilà, il mangeait, il disait pas si c'était mauvais, mais oui, c'était banal, quoi. Il y avait pas de. Oui. C'est le problème de quand on fait quelque chose trop systématiquement, ça finit par devenir anodin. Je pense que c'est ça, parce qu'il me disait c'est comme à l'habitude, hein, c'est bon. Donc il fallait de temps en temps lui faire quelque chose de pas très bon. Et puis... Oui, je pense. Et du coup, comment je réagis? Je vais pas dire que je suis déçue ou que je le prends mal, non, pas du tout. J'observe pareil, au même titre que j'observe les visages qui s'illuminent quand ils sont contents, etc. En fait, je cherche le sentiment qui va apparaître, je sais pas, un petit sourire qui s'esquisse, un petit regard merci ou quelque chose. Et si je l'ai, je suis ravie. Et puis si je l'ai pas, je me dis sans doute qu'il s'est pas aperçu que il a pas vu l'acte en lui-même à travers entre guillemets ce cadeau. Mais ça vous rend pas malheureuse? Vous n'en êtes pas trop déçue? Non. Bon, c'est bien. Non, pas du tout. Non, c'est bien, c'est que vous avez fait un bon travail sur vous-même. C'est-à-dire que il faudrait en effet ne pas attendre plus que ce que l'autre est capable de nous donner quand on offre un cadeau, en fait. Oui. Assumer ce cadeau, voilà, c'est fait. Comme vous disiez, on a fait la moitié du chemin sur le pont, ça échappe. Après la réception, voilà, c'est une autre histoire. Mais je trouve que vous avez bien défini ce que pourrait être, ce qui n'est jamais le cadeau gratuit. C'est le cadeau qui correspond à aucun impératif. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de cérémonie obligée, il n'y a pas de rendez-vous attendu. Et celui-là, effectivement, souvent d'abord nous surprend et nous emporte. Voilà, ça ne correspond à rien. Il n'y a pas de. Alors, je parle pas du cadeau qui arrive parce que il y a eu une grosse, je sais pas, dispute ou une embrouille, quelque chose qui fait qu'on vient récupérer quelque chose. Mais le cadeau, voilà,
Il n'y a aucune raison à ce moment-là. Le cadeau du particulière. mari infidèle. Le cadeau du mari infidèle, par exemple. En fait, je pensais à ça, je n'osais pas le dire. Je dis comment je vais le dire. mais voilà, le cadeau. Méfions-nous. Le cadeau qui arrive juste, voilà, c'est l'élan, c'est je pense à toi. Voilà, comme vous disiez, les fleurs. Ah bah tiens, j'ai passé chez le fleuriste. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec ce que dit Céline. Moi, je trouve qu'on devrait un petit peu lâcher sur les cadeaux anniversaires, sur les cadeaux de Noël, sur les cadeaux pour les enfants. Certes non, parce que c'est l'émerveillement des enfants qui ouvrent leurs cadeaux au pied du sapin. Mais c'est vrai que ce côté obligé d'offrir un cadeau, c'est pénible, ça. Franchement, on devrait être plus libre par rapport à ça. Oui, et puis ça rend le cadeau très préoccupant, en fait. D'où les espèces de stress d'avant Noël, les affolements de chacun, le manque d'idées aussi de chacun, parce que plus on a l'injonction de devoir avoir une idée, moins elle vient. Et plus on nous demande qu'est-ce que tu veux à ce moment-là, moins on le sait. Oui, je crois que c'est vraiment important de comprendre ça aussi, parce que c'est vrai que ça... Bon, en tout cas, Céline, merci de ce témoignage. Vous vous souvenez alors du meilleur cadeau surprise que vous avez reçu? Oui. Ce serait quoi? Oui, le meilleur cadeau surprise que j'ai reçu, en fait, ce jour-là, je travaillais dans mon activité. Oui. Et donc, je suis à l'extérieur, moi, dans mon travail. Donc, je m'affairais et à l'époque, j'avais reçu un coup de fil de mon chéri du moment. Qui habitait dans le secteur où j'étais et qui me disait vers quelle heure tu passes, je te fais un petit coucou, je viens de faire un bisou, voilà. Donc j'ai dit entre telle heure et telle heure tu peux venir. Et donc vite je m'affairais à mon travail, à ranger les affaires dans le coffre et tout. Et d'un coup je le vois arriver avec un énorme bouquet de fleurs. Oui. Et là je suis restée presque à pleurer et sans voix parce que en plus c'était la première fois qu'on me le faisait de toute ma vie d'avant et ça m'a touchée mais en plein cœur quoi. Ça m'a touchée énormément. Eh ben merci de nous avoir raconté ça avec votre voix de petite fille toute heureuse de recevoir un tel cadeau. Parce que là c'est un vrai cadeau d'amour. Ah oui, tout à fait, oui. C'est ça qui vous a touché, hein. Oui. Ben oui, une vraie preuve d'amour. Merci beaucoup Céline, merci à vous. Merci Brigitte et merci Sophie, bonne fin de journée. Vous merci. Aussi. Alors une petite pause, un love conseil, je vais vous parler d'un CUNY particulier. On parlait des changements nécessaires dans la sexualité, des surprises. Et bien justement, j'ai trouvé ce love conseil pour conclure la semaine. Et puis on va rêver ensuite. Et puis il y aura un test après. Enfin bref, vous connaissez un peu notre programme de fin de semaine. Sud Radio Brigitte Lahaie, le Love Conseil. Alors Sophie Cadalen, je propose un CUNY lingus donc, pour être plus français dans la langue, si je puis dire, un peu particulier, parce qu'en fait, ce serait par derrière, c'est-à-dire que votre partenaire est en position de levrette, ou alors allongé sur le dos, mais avec un très gros coussin sous le ventre, afin que les fesses soient bien relevées. Et la femme, dans cette position, va ressentir d'autres sensations. D'abord, elle est peut-être moins offerte, moins ouverte. Et donc ça, déjà, ça peut la rassurer, parce qu'il y a des femmes qui sont un peu gênées parfois. Mais en même temps, en position de levrette, elle va être, en revanche, tout à fait offerte à votre bouche. Et donc, ça permet aussi pour l'homme de ne pas se priver de caresses sur les fesses, qui sont quand même très sensibles, tout comme la chute des reins. Et c'est vrai que c'est une caresse buccale qui va être intéressante parce qu'elle va provoquer d'autres sensations. Elle est provoquée notamment par le fait que ce soit une position différente. Et sincèrement, il y a des femmes que ça peut vraiment exciter et c'est tout à fait intéressant. Alors après, on peut aussi faire un CUNY autrement que d'habitude. Bref, c'est toujours la question de faire autrement, de surprendre, qui me semble intéressant. Alors, il y a aussi pour les femmes qui peut-être sont un peu gênées parce qu'elles ont toujours l'impression que c'est un endroit qui n'est pas suffisamment propre, etc. À ce moment-là, on peut penser à pratiquer le CUNY au moment d'une douche, par exemple. Et ça, c'est possible aussi pour certaines femmes. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant toujours, c'est d'essayer de faire autrement, de surprendre.
Alors, on va rêver avec Bobby qui nous a rejoint. Les rêves, on le sait, il y a beaucoup de symbolique dans les rêves. Et je voulais faire un petit tour aujourd'hui sur les animaux. Parfois, il y a des animaux qui reviennent dans les rêves. Et donc, je vais évoquer la symbolique de différents animaux. J'ai choisi des animaux assez fréquents dans les rêves. Alors, j'ai commencé, c'est par ordre alphabétique, hein, donc c'est pas par ordre d'importance. J'ai commencé par l'âne, parce qu'il est assez symbolique de bêtises, hein. Il y a le fameux bonnet d'âne, mais c'est aussi un emblème de notre part d'ombre, hein, de l'obscurité. Il peut aussi représenter évidemment la sexualité, parce qu'on connaît l'expression bander comme un âne. C'est parfois aussi un symbole d'infidélité. Et quant à l'ânesse, il faut se rappeler que Jésus était sur une ânesse et non pas sur un âne, donc ça peut être un peu de spiritualité. Quant au bouc, on sait que c'est l'animal le plus lubrique, hein, donc voilà. Après, l'araignée, c'est aussi quelque chose qui revient, ou l'étoile d'araignée, hein, dans les rêves. C'est l'animal qui tisse sa toile pour emprisonner ses victimes, hein, donc évidemment, elle représente quelque chose de l'ordre d'un enfermement ou d'une manipulation. Le bélier, c'est le symbole de la force brute, mais d'une sexualité souvent très, très pulsionnelle. Mais c'est aussi un signe du zodiaque, donc il faut penser à ça. Il ne faut pas forcément l'interpréter comme l'animal. Le chat, alors le chat, c'est le symbole de la sensualité, mais c'est aussi le chat qui serait fourbe. Le chat noir qui est souvent maléfique, hein, en tout cas dans notre culture. Et pourtant, il a 7 vies. Il est capable de ronronner de plaisir, mais également de sortir ses griffes. C'est évidemment la chatte qui est la représentation du sexe féminin. Le chat, ça a beaucoup de symbolique, hein. Ah oui, on le retrouve très souvent dans les rêves. Et puis, en fait, il est associé à l'inconscient, le chat. On ne le comprend pas bien, il n'est pas maîtrisable, il n'est pas domptable. Il a cette part d'ombre, comme vous dites. Il peut représenter quelque chose de très sensuel, mais aussi de très inquiétant, un peu sauvage, voire très sauvage. Et dans les rêves, en tout cas, que je peux entendre sur le divan, oui, le chat revient souvent, qu'on associe au ça freudien. Voilà, le ça qui représente l'inconscient chez Freud. Quant au cheval, alors là, c'est carrément le symbole de la pulsion brute, hein, oui. Bien sûr, sauvage. Le chien, c'est le fidèle inconditionnel, hein, mais ça peut aussi être une vie de chien, hein, parce qu'il peut être en mauvais état dans les rêves, hein, ça va dépendre, hein, mais ça peut être aussi la femelle en chaleur, hein, la chienne. Oui. Tout ça, voilà. L'oiseau, c'est souvent un messager, hein, qui annonce soit un message, voire même une transformation. Maintenant, ça dépend évidemment de l'oiseau, hein. La cigogne, c'est peut-être celle qui annonce une naissance. Le corbeau, c'est pas le même message, évidemment. Donc, on voit bien que toute la symbolique chez les oiseaux, elle est très variée. Et je termine par le serpent. Analogie avec le fruit défendu, évidemment, mais c'est aussi un symbole phallique, hein, oui, par excellence. Mais c'est aussi le caducée de la médecine. Donc on voit bien qu'il faut toujours se méfier du premier symbole qui nous vient à l'esprit. C'est pas forcément toujours celui-là. Oui, il n'y a pas de mauvais symbole, en fait. Mais comme vous dites, voilà, comme vous l'avez fait là, c'est tout ce qu'on y associe, tout ce qu'on interprète, tout ce qui se déguise aussi dans le rêve. Il y a des choses qui paraissent effrayantes et qui disent des choses, au contraire, très, très porteuses, très positives. Donc, accueillir, associer, enchaîner tout ce qui en vient de ces symboles de ce rêve. Et puis, ça dira toujours quelque chose de très éclairant. Bobby, bonjour. C'est tout bon ? Oui, c'est tout bon, Bobby. Parfait. Vous êtes à l'antenne. Merci d'être avec nous. Bonjour, excusez-moi. Bonjour à vous et votre invité. Oui. Alors, vous allez nous raconter votre rêve que vous faites assez régulièrement, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Ça apparaît de manière assez cyclique depuis des années. Et c'est toujours la même chose. La finalité, j'en ai pas. En fait, ça finit que je me retrouve dans un esprit un état un peu de palpitation et de panique. Quand vous vous réveillez ou dans votre rêve? C'est la finalité du rêve que je n'arrive jamais à avoir qui me fait se réveiller et me retrouver dans cet état-là, en fait. D'accord, donc c'est quand vous vous réveillez que vous êtes un peu dans un état de panique. C'est ça. Donc je ne sais pas si c'est la panique qui me réveille ou si c'est le réveil qui me panique. Mais la finalité est celle-là. Par contre, le point de départ, c'est que je suis, comme si j'étais tombé d'un précipice, mais j'arrive jamais à savoir si c'est comme si j'étais dans l'air ou dans un océan. Donc je suis dans une étendue complètement perdue. Et puis là, je me vois, soit m'enfoncer, soit aller comme m'écraser. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, de cette évolution, je vois défiler des périodes de ma vie passée.
des détails du travail, et ainsi de suite. Et viennent greffer à ces petits détails de travail des choses que j'ai connues dans ma vie passée. Et ces choses-là, elles sont plutôt positives ou négatives? Il y a un mélange des deux choses parce qu'en fait j'ai eu un avant, un après. J'ai rencontré un souci de santé qui a fait que j'ai eu un problème de cécité. Et dans ce rêve-là, à chaque fois, c'est des faits de ma vie avant le handicap. Avant votre handicap, d'accord. Voilà. Donc il y a je dirais de la nostalgie des fois, mais souvent même des détails du travail qui étaient des interventions d'un travail avec une erreur de professionnalisme, mais des détails, hein, par contre, hein, des choses anecdotiques, mais qui reviennent toujours un peu les mêmes sur cette vie d'avant. Mmh. Bon. Alors évidemment, hein, je sais, Sophie Cadalen, que vous êtes psychanalyste, donc vous n'allez pas donner une interprétation sauvage comme je vais oser le faire. Hein, mais déjà, dans un premier temps, pour qu'on puisse avancer assez vite, parce que sinon, je crois que quand vous voyez des parties de votre vie avant votre cécité, et ce rêve qui indique que vous êtes un peu perdu, que vous tombez, que vous êtes écrasé, enfin que c'est quand même un rêve assez douloureux, hein. Oui. Je pense que quelque part, ça signifie quand même que vous n'êtes pas encore tout à fait dans l'acceptation de votre handicap. D'accord. Oui, et en tout cas, voilà, comme vous l'avez dit d'ailleurs en parlant, il y a l'avant et l'après. Il manque la transition peut-être dans votre vie, et elle se fera. Elle peut se faire après coup. Et elle aura tout intérêt à se faire après coup. Et peut-être que ça vaudrait le coup de, justement, ces détails, ces scènes, ces personnes que vous revoyez d'avant, que vous, voilà, calmement, alors vous notiez quand vous les rêvez, quand ça vient, et que vous notiez à quoi ça vous fait penser. C'est sans doute, comme vous dites, ces détails, ça dit quelque chose de très particulier. Peut-être d'un avant qui peut-être augure l'après, peut-être d'un avant que vous avez du mal à lâcher, ou enfin, il y a quelque chose dans ces détails-là, dans ces personnes-là, dans ces situations-là, qui raconte aussi une situation de laquelle vous n'avez pas encore fait le tour, je dirais, de laquelle vous n'êtes pas tout à fait sorti encore. D'accord, parce que c'est vrai que comme c'est arrivé dans un moment où j'irais dans une transition professionnelle là, où le fait de cette maladie, j'ai des fois la saveur d'un quelque chose d'inachevé que j'ai pas pu finaliser en fait. C'est ça alors qui apparaît de cette manière-là alors. Oui, c'est ça. Mais il y a moyen, voilà, c'est pas fini. Peut-être le rêve revient justement de manière récurrente pour vous inviter à le finir, ce qui a été en remettant les choses en perspective, en reprenant calmement après le rêve, en disant alors qu'est-ce qui s'est passé là, à quoi j'associe ça, ce collègue-là, est-ce qu'il était sympa, qu'est-ce qu'il représentait pour moi, pour tourner la page, pour vous remettre en situation et réaliser que dans cette situation, peut-être que ça ne pouvait pas se passer autrement. Et peut-être que si ça s'est passé comme ça, c'est que c'était logique à ce moment-là. Il y a une logique à retrouver qui vous manque, là, je crois, aujourd'hui. Parce qu'en fait, Bobby, notre rêve, il parle de notre inconscient, hein, de ce qui pour l'instant n'est pas encore complètement rentré dans notre réalité actuelle. Donc ça veut dire que quelque part, il y a encore des choses de votre passé auxquelles vous vous raccrochez, et que pourtant, il faut lâcher, quitte un petit peu à tomber. Hein, mais c'est en tombant que vous allez arriver sur le sol ferme, et qu'à ce moment-là, vous pourrez vous redresser et avancer plus serein. Voyez un peu l'image que j'essaye de vous... Oui, je comprends l'image, mais par contre, ce que je trouve intéressant, et il faudra que je réfléchisse à ça, c'est que pour autant, moi, la page elle est tournée, professionnellement ou personnellement, je suis parti sur complètement d'autres choses, et pour autant, la vie se passe plutôt pas si mal que ça, hein, je suis pas malheureux, tout va bien. Mais il y a une partie de vous qui, quelque part, reste encore un peu accrochée au passé. Voilà, c'est ça qui pose question de ce que vous venez de me traduire là, quoi. Oui. Il me semble. Et puis peut-être que cette transition, vous n'en avez pas encore écumé, liquidé. On peut le dire de plusieurs façons, mais la douleur, l'effroi, enfin, ça n'a pas dû être facile, forcément. Ce passage de l'avant à maintenant. Et peut-être que ce rêve vient revisiter peut-être cette panique qu'il y a eu, peut-être ces craintes qu'il y a eu. Enfin, je sais pas comment ça a été vécu, mais en tout cas, il y a une transition qui n'est pas finie encore, ou qui a peut-être besoin d'être visitée pour être définitivement apaisée. D'accord, oui, après, comme vous dites là, c'est sûr que j'ai passé autre
la vie, elle est là et ça se passe pas plus mal. Mais c'est vrai que l'acceptation, j'ai jamais faite, quoi, par contre. Ben Oui. voilà, et c'est ce que votre rêve vous C'est ça, indique. alors. Il y a une part de vous, quelque part, qui est résignée, mais qui n'est pas dans l'acceptation. Et quand vous serez dans l'acceptation, c'est ce que le rêve vous invite à faire, eh bien, vous serez plus heureux. Hein, mais c'est pas facile. Hein, et on voit bien, quand vous vous réveillez, ce sentiment un peu comme ça d'être oppressé, ça montre bien qu'il y a quelque chose qu'il va falloir encore lâcher et accepter. C'est le passé, et maintenant, il faut être dans le présent. D'accord. Merci pour toutes ces explications très, très intéressantes. Oui, et puis c'est toujours pareil. Hein, c'est vrai ce que dit Sophie. Peut-être que quand vous vous réveillez, repensez de manière très concrète cette fois-ci, puisque vous serez réveillé, à un des détails du rêve dont vous vous souvenez. Et puis, faites le deuil de cette personne ou de ce moment-là avec l'acceptation que c'était le passé, et que le passé, de toute façon, c'est le passé. D'accord, oui, c'est ça. C'est le mot. Oui, pensez-le comme un message. Je crois pour bien vivre avec nos rêves et justement ne pas être intimidé par leur côté impressionnant et angoissant quelquefois. On parlait de savoir accueillir les cadeaux, les rêves aussi, ça s'accueille. Ça nous dit toujours quelque chose, et quelque chose qui va toujours dans notre sens. C'est pas fait pour nous empêcher, les rêves, c'est fait pour nous alerter, c'est fait pour nous faire avancer. Nous faire avancer, nous déranger aussi dans peut-être quelque chose dans lequel on s'inscrit qui ne nous irait pas tout à fait. Enfin, c'est fait pour nous dire quelque chose qui est de notre côté. D'accord. Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est quand même plus simple quand c'est des fantasmes. Je suis moins dans la réflexion après. Mais voilà, mais bon, on est là pour vous aider, même quand c'est moins simple, hein, Bobby. Merci en tout cas de nous avoir Merci à vous raconté pour vos votre rêve. explications, c'était très intéressant, très enrichissant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sophie Cadalen, on va conclure avec le test que vous pourrez faire tous ce week-end, si vous voulez, parce que vous pourrez le retrouver sur sudradio.fr. À tout de suite, et c'est Frédéric qui va le faire avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sophie Cadalen, on va faire un test à Frédéric et on va connaître son profil psychologique masculin. Vous êtes prêt, Frédéric ? Bien sûr. Bon. Bonjour Brigitte et Sophie. Bonjour Frédéric. Bon, donc je vais vous poser 10 questions avec à chaque fois 4 possibilités de réponse, et puis vous choisissez la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième. La vie quotidienne, vous avez besoin d'un jardin secret. Vous aimez être entouré et partager des moments de convivialité. La solitude vous déprime, ou mieux vaut vivre seul que mal accompagné. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'au quotidien, j'aime bien la solitude, d'où mon métier, je suis routier. Oui. Et les week-ends, j'aime bien être bien entouré. Oui, mais il faut me dire ce qui vous convient le mieux. On va peut-être choisir... je sais pas, vous dites, qu'est-ce que vous dites alors plus la solitude alors. C'est vrai que j'aime bien la tranquillité. Mieux vaut vivre seul que mal accompagné. D'accord. Ouais. Deuxième question, l'enfance. Vous gardez de merveilleux souvenirs de votre enfance. Vous étiez un enfant solitaire. Vous avez eu des parents sécurisants, ou vous avez choisi de quitter le domicile familial le plus tôt possible. J'ai un très bon souvenir de mon enfance. D'accord. Ensuite, votre identité masculine. Vous êtes à l'aise dans votre virilité. C'est compliqué d'être un homme aujourd'hui. Vous avez du mal à comprendre les femmes. Et dernière question, vous avez de nombreux copains hommes. Je suis très bien dans ma virilité. Vous êtes à l'aise dans votre virilité. Alors, ensuite, la communication. Petit A, vous détestez être contredit. B, vous affirmez vos opinions avec tact. C, mieux vaut se taire plutôt qu'entrer en conflit. D, le dialogue permet d'éviter les malentendus. Mieux vaut se taire que de rentrer en conflit. D'accord. Ensuite, je ne sais plus où j'en suis. L'intégrité. Petit A, vous savez vous mettre en colère si on vous manque de respect. Le respect, ça commence par soi-même. Pour se respecter, il est indispensable de poser des limites. Vous n'aimez pas dire non à vos proches. La première. La première. La séduction, vous êtes plutôt séduisant. Vous avez su faire la paix avec vos complexes. De toute façon, il faut bien s'accepter tel qu'on est. Et dernière
possibilité vous attendez qu'on vienne vers vous? La 2. Alors, l'action, vous débordez d'initiative. La procrastination, ça vous connaît bien. Vous savez obtenir ce que vous désirez. Mieux vaut prendre conseil avant d'agir. L'avant-dernière. D'accord. Le rapport au temps. Petit a, l'avenir ne vous fait pas peur et vous avez tourné le dos au passé. B, ne pas tenir compte de l'avenir, c'est de l'inconscience. C, notre passé explique tout. D, tant qu'à faire, autant vivre l'instant présent. La dernière. La dernière. Les émotions, petit a, mieux vaut réfléchir trop que de pas assez. Petit b, être envahi par ces émotions est une preuve de faiblesse. C, les émotions peuvent mettre en danger notre relation au monde. D, parler de soi, c'est oser évoquer ses émotions. C'est compliqué, celle-là. Elle est compliquée. Ah bah oui, parce que c'est compliqué les émotions pour un homme. Hein. Ouais. Oui, bah oui, mais... moi, je me mets en danger quand... donc je préfère pas les montrer. Donc c'est le C, hein, on est d'accord. Ouais. Et dernière proposition sur le bonheur. Petit a, vous préférez toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. B, le pire n'est jamais certain. C, le bonheur ne peut être qu'éphémère. D, ce qui est pris est pris. Ce qui est pris est pris. Ce qui est pris est pris. D'accord. Alors je vais faire le calcul. Hein. Donc 3 et 3, 6 et 4, 10, 13, 16, 17, 19, 22... 22, 26, 28. Donc, on arrive un peu à la moyenne. Hein. Donc, avec le temps, vous avez appris à prendre confiance en vous. Et l'amour, c'est un bon moyen de vous sentir meilleur et c'est un peu votre oxygène. Mais vous n'êtes pas prête à tout pour obtenir une relation. Vous avez une petite méfiance quand même envers les autres qui peut-être parfois vous fait passer un peu à côté. Et puis, dans le début d'une histoire... ça peut peut-être être mieux d'être un peu plus en confiance avec les autres. À vous d'analyser quels seraient les risques quand vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Ça vous parle? Ouais. Un petit peu, oui. Le début, et après, j'ai pas forcément tout compris la fin, parce que... vous irez voir. Le début, c'était vraiment moi. Vraiment moi, le début. Vous irez voir sur le site sudradio.fr, vous trouverez les résultats. Vous avez donc 26 points, c'est entre 21 et 30. Donc voilà. Mais c'est oui, vous êtes pas trop, vous êtes entre les deux. Hein. Mais d'ailleurs, les réponses qu'a faites Frédéric, on voit bien qu'il est à la fois ouvert aux autres, mais quand même un peu de, peu de réserve. Oui, un peu de réticence. Oui, surtout au niveau des émotions. Hein. C'est ça. On a bien vu, c'est la question sur laquelle vous avez un petit peu buté. Hein. Ouais. J'ai eu un temps de... autant sur les autres, c'est venu tout seul. J'ai pas vu... à l'énoncé des questions, j'ai pas vu de difficulté. Donc à répondre, Mais par contre, c'est vrai que sur les émotions, non, c'est compliqué ça. Qu'est-ce qu'on risque quand on montre ses émotions, Frédéric? Oula, alors... Dans l'absolu, rien, mais c'est compliqué aussi. Je veux dire, c'est sûr que quand on voit bien ce qu'on risque rien, mais c'est compliqué de montrer. Si, c'est compliqué. Ça vous a joué des tours, quelquefois? Vous avez essayé, je veux dire, de montrer? En fait, non. Moi, je suis quelqu'un d'assez lisse. Je montre peu, j'essaie plutôt de monter. Je suis plus dans un rapport fraternel, une amitié sans faille. Mais par contre, je vais pas aller faire la fête et puis qu'on puisse se moquer de moi. Ça, je ne peux pas. C'est pas possible. Ah, c'est la peur d'être ridicule. Ouais, beaucoup. Ouais. Mais vous savez, Frédéric, ça se travaille, hein. Après tout. Je sais. Est-ce que c'est pas ceux qui nous trouvent ridicules qui sont ridicules? Oh, c'est possible. C'est possible, oui. Eh bien, écoutez, dans votre camion, vous méditez là-dessus. Hein. Merci. Dans mon camion, il n'y a que moi, hein, donc je peux justement, un peu, vous pouvez méditer, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Et laissez parler quelques émotions parce que vous êtes tout seul. Essayez pour voir. Oui, bien sûr. Merci en tout cas d'avoir échangé avec nous, Frédéric.
Merci beaucoup Sophie Cadalen, parce que je crois qu'on a bien avancé sur la symbolique des cadeaux. On a eu des témoignages qui étaient variés, qui ont bien montré à quel point c'est complexe tout ça. Oui, qui nous ont tous dit que oui, cette affaire-là n'était pas si simple et qu'il y avait beaucoup de nous dans le cadeau. Et qu'on reçoit et qu'on fait. Exactement. Mais de toute façon, il n'y a que nous qui nous intéressons et on parle toujours de nous. Bah oui, qu'est-ce qui intéresse d'autres? Quoi qu'on dise. Merci en tout cas beaucoup Sophie Cadalen. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Et lundi, nous serons en compagnie de Guillaume Le Dizez. On va parler de l'âge d'or de la pornographie. Et puis surtout, on verra en quoi la pornographie a fait évoluer la sexualité des Français.